Salut les moussaillons, c'est Fabien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est vous qui l'avez choisi et je vous le donne en mille, on va s'attaquer au nouveau roi des mers, le gigantesque, l'iconique, la superstar de Royal Caribbean, l'Icon of the Seas. Avant de décrire ce magnifique bébé, laissez-moi vous présenter notre nouvel étalon de mesure, l'échelle Titanic. Comme c'est un navire que tout le monde connaît et que beaucoup imaginent encore comme l'un des plus gros navires ayant jamais existé, on va s'en servir en référence pour comparer la légende transatlantique et les paquebots de croisière actuels. Ça risque d'en surprendre quelques-uns. L'Icon of the Seas est le premier navire de la classe Icon commandé par l'armateur Royal Caribbean qui avait déjà pété tous les records de taille avec les navires de la classe Oasis. Mais plus grand c'est plus grand, alors Royal Caribbean n'allait pas s'arrêter là. L'Icon démarre sa construction en 2021 et il est livré en 2024. Il accueille 2350 membres d'équipage et jusqu'à 7600 passagers dans 2805 cabines. Ce titan mesure 365 mètres de long et 48,5 mètres de large, avec un total de 20 ponts dont 18 sont accessibles aux passagers. Si on s'en réfère à notre échelle Titanic, ça fait donc une longueur de 1,35 Titanic et une largeur de 1,73 Titanic. Là où ça ne rigole pas, c'est sur le tonnage, c'est-à-dire le volume global du navire, avec 46 328 tonnes pour le Titanic contre 248 663 tonnes pour l'Icon. Ce dernier a donc un tonnage 5,3 fois plus élevé que celui du Titanic. On comprend mieux que le titre de Titan est largement remporté par l'Icon. Selon les critères d'aujourd'hui, le Titanic est, entre guillemets, un petit navire. L'Icon, comme ses prédécesseurs de la classe Oasis, s'organise en 8 quartiers, ceux qu'ils appellent en anglais des neighborhoods, avec une thématique spéciale, son lot de piscines, restaurants, bars et activités associées. Ces quartiers sont donc l'Aquadome, Central Park, Chill Island, la Royal Promenade, Surfside, la Suite Neighborhood, le Hideaway et Thrill Island. Au total, on trouve à bord 40 restaurants, 7 piscines, 9 jacuzzis ainsi qu'un aquapark contenant 6 toboggans. On notera aussi qu'il s'agit du premier navire de Royal Caribbean à être propulsé au GNL, le gaz naturel liquéfié qui est censé être moins polluant que les carburants traditionnels. Il possède également une centrale de recyclage pour l'eau et les déchets. Avec tout ça, je pense que vous avez l'eau à la bouche. Eh bien, laissez-moi rapidement vous rappeler de laisser un petit like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater notre prochaine vidéo de présentation des paquebots. Durant la vidéo, si vous avez des questions ou que vous voulez me partager votre expérience à bord de l'Icon, les commentaires sont là pour ça. Enfin, pour soutenir mon travail par un petit don, voire participer au tirage au sort de notre prochaine croisière pour gagner des souvenirs achetés à bord, notre page Tipeee est accessible dès 1€. Direction maintenant le Roi des mesures, découvrons ensemble l'Icon of the Seas. Pour ce navire, étant donné son organisation en quartier bien spécifique, je ne vais pas séparer la vidéo entre restaurant, divertissement intérieur et extérieur, mais plutôt décrire ce que contient chaque quartier en fonction de sa thématique, sinon franchement, on va pas s'en sortir. Allez hop, c'est parti. La Royal Promenade. Sur tous les navires Royal Caribbean, la Royal Promenade forme le cœur vivant du navire. Mais ici, pour son nouveau super paquebot, la compagnie a porté le concept à des hauteurs encore jamais imaginées. Quand vous montez à bord, la promenade est le lieu que vous découvrez en premier. Imaginez-vous embarquer et découvrir immédiatement The Pearl, donc la perle, cette large sphère avec son intérieur animé de ce mouvement ultra futuriste. On y trouve le 1400 Lobby Bar, le bar central du navire qui est ouvert sur l'allée centrale. Sur la promenade, on va trouver quantité de restaurants, de boutiques, de bars qui s'étirent sur toute la longueur du navire, depuis l'Absolute Zero et le restaurant principal à l'arrière jusqu'au Royal Theatre à l'avant. Parmi les bars notables, on va trouver le Pearl Café et sa vue imprenable sur l'océan, The Attic où se produisent des comiques chaque jour, un bar d'inspiration latine, le Boleros Bar, le Dueling Pianos qui est un piano bar où on peut demander ses morceaux ou apprécier les musiciens professionnels qui jouent en duo, le Schooner Bar, qui est un classique des bars à bord des navires Royal Caribbean, le Playmaker Sports Bar, qui est un bar sportif typiquement américain avec retransmission d'événements sportifs. Vous pensez qu'on a fini? Eh bien non. Il y a aussi un Starbucks, qui est payant pour le coup, mais aussi Point and Feather, qui est un pub anglais, et enfin le Spotlight Karaoke, dont l'activité principale, comme son nom l'indique, est pour les plus courageux d'entre vous qui oseront chanter en public. La Royal Promenade est aussi riche en restaurants, évidemment. On commence avec le restaurant italien payant Giovanni's Italian Kitchen, qui est également un bar à vin. Mais outre les pizzas, vous y trouverez également tout ce que la cuisine italienne a à offrir. Incontournable chez Royal Caribbean et inclus dans le prix, Sorrento's est une pizzeria, donc comme je le disais, qui est incluse dans le prix de la croisière, c'est un classique qu'on la trouve sur tous les navires de la compagnie. Pizza à toute heure, de 11h30 le matin jusqu'à 1h du matin. Et enfin, le Dining Room est l'un des restaurants classiques où vous pouvez déjeuner à la carte chaque soir en choisissant parmi plusieurs plats renouvelés chaque jour. Au Royal Theatre, enfin, on se contentera de signaler que les spectacles à bord des navires de Royal Caribbean sont parmi les plus extraordinaires, inspirés de Broadway avec toute la démesure typique dont on sait la compagnie capable. Si vous êtes habitué à Costa ou MSC, vous verrez que ça passe à un niveau totalement différent. Central Park.
Le concept était déjà présent sur la classe Oasis, mais il faut reconnaître que c'est assez génial. Central Park est, comme son nom l'indique, un vrai parc arboré situé en plein cœur du navire. Et à ceux qui se posent la question, oui, ce sont de vrais arbres et plantes qui poussent à Central Park. Grâce à la grande allée centrale du navire, Central Park est éclairé de lumière naturelle tout en étant protégé du vent. La décoration, tout en couleurs évoquant le passage des saisons, offre une zone très calme et agréable. C'est sûrement l'endroit le plus sympa en termes de vue pour ceux qui auront choisi des cabines balcons tournées vers l'intérieur du navire. C'est sur Central Park qu'on trouve la plus grosse concentration de restaurants, dont la plupart sont payants. Et on va d'ailleurs commencer avec le seul qui est gratuit pour le coup, qui est le Park Café, qui sert un très large choix de sandwichs et de salades. Côté bar, on va trouver le Trellis Bar, qui est typiquement le genre de bar où on se rend juste avant le dîner. C'est un petit espace qui est ouvert sur le parc, où on s'arrête siroter un verre en chemin, mais pas passer la soirée. Le Bubbles donne un indice avec les bulles de son nom, il s'agit du bar à champagne pour ceux qui préfèrent le chic et le charme du pétillant au fun et coloré cocktail. On continue avec le Loose Jazz and Blues, qui propose des artistes live pour un moment tout en délicatesse et technique, comme seul le jazz sait l'apporter. On finit avec les restaurants payants, pour lesquels il faudra avoir réservé un pack à l'avance ou bien sortir la CB pour arrondir un peu la note à bord. Et en même temps, vu la qualité et l'ambiance de ces restos, je ne peux que vous conseiller d'en essayer au moins un durant votre croisière. Alors on commence avec Izumi Hibachi and Sushi, qui comme son nom l'indique est spécialisé en nourriture asiatique. On peut commander classiquement au menu ou profiter du show des préparations en direct au teppanyaki. Ensuite, le très controversé Empire Supper Club est un restaurant hyper sélectif avec seulement une vingtaine de places. Un menu raffiné mais très strict. Un coin assez formel donc qui est plutôt select. Un peu plus pour tout le monde, Chops Grill est le steakhouse par excellence pour tous ceux qui apprécient la bonne viande sous toutes ses formes et à toute cuisson. Surfside. Voilà un concept bien nouveau qui va forcer les autres compagnies familiales à repenser leur organisation. Situé à l'arrière du navire, dans la continuité de Central Park, Surfside est la zone familiale par excellence. Royal Caribbean a essayé de réunir en un seul endroit un lieu qui pourrait convenir à la fois aux enfants de sous-âge et à leurs parents, sans que les uns doivent attendre que les autres s'amusent et vice-versa. Ici, il y en a pour tout le monde. On y retrouve un manège, une piscine dédiée au divertissement avec de nombreux jeux d'eau, une zone de jeu et même un bowling. Il y a de nombreux points pour se reposer, s'allonger, se détendre, pendant que les enfants se font plaisir en s'éclaboussant. L'offre de nourriture est ultra complète, avec un buffet inclus, une version miniature du buffet principal qu'on verra tout à l'heure. Ici, on le baptise le Surfside Eatery, qui est accolé au Surfside Bites, qui propose des snacks rapides. On va y trouver également le bar Lemon Post, qui est spécialisé en cocktail avec ou sans alcool, et un restaurant payant, le Pier 7, qui sert des brunchs et des repas en soirée. Attention aux parents, on y trouve aussi le cauchemar des dentistes, le Sugar Beach, qui n'est autre qu'un magasin de bonbons. L'Aquadome. Vu depuis l'extérieur, impossible de rater l'Aquadome, qui se trouve cette immense coupole de verre à l'avant du navire. Sous le dôme, on trouve deux espaces bien distincts. Le premier est l'Overlook, tout à l'avant, qui est garni de nombreux fauteuils, sofas et canapés en tout genre. C'est l'endroit idéal pour se relaxer avec de la musique, un bon bouquin ou un cocktail avec des amis. On y trouve également des pods, donc ces espèces de spots un peu surélevés qui vous rendent totalement invisibles au reste des passagers. Donc le coin idéal pour passer des bons petits moments un petit peu coupés du monde, mais je pense que ce sera sûrement assez vite pris d'assaut. On y trouve deux bars, l'Overlook, qui est un bar tout ce qu'il y a de plus classique, et Ryan Bean, qui lui est spécialisé dans les cafés améliorés, comme par exemple l'Espresso Martini. Le second espace est l'Aqua-Theater. Cet incroyable dispositif permet au navire de proposer des spectacles absolument fous. Le concept a été emprunté à la classe Oasis, mais cette fois-ci, à l'abri du dôme, les spectacles sont désormais affranchis des caprices de la météo. Comme on s'en doute, c'est une zone qui prend surtout vie en soirée. Comme d'habitude, on y trouve plusieurs restaurants payants ou non. On va commencer avec Hooked, qui est un restaurant de fruits de mer qui donc est payant. Accolé juste à côté, on va trouver la Celebration Table, qui est une salle privée qui peut accueillir seulement 12 personnes, donc un truc encore une fois assez select. De l'autre côté, par contre, on va trouver l'Aquadome Market, qui est un food hall qui propose 5 différentes stations de nourriture sur les thèmes de la Méditerranée, du mac and cheese sous toutes ses formes, des sandwichs sous différentes déclinaisons, de l'Asie et ses saveurs, et enfin un stand dédié aux crêpes. C'est très éclectique, mais pour le coup, tout est inclus. On finit avec le magasin Royal Bling, qui est un magasin de bijouterie spécialisé en bijoux vraiment très estampillés Royal Caribbean, donc c'est vraiment pour les ultra fans de la marque. Chill Island. Chill Island est une zone massive qui s'étend sur 3 ponts. On vous offre pas moins de 9 piscines et jacuzzi sur cette zone, 5 bars et points de restauration, et comme son nom l'indique, l'idée globale c'est d'être relax et tranquille. La plus grande piscine est la Royal Bay Pool au pont 15, mais le top à mes yeux en fait c'est la Swim Tonic qui est au pont 16, qui est une piscine avec un bar immergé, de nombreux sièges directement dans l'eau. Attention quand même, risque d'affluence parce que l'endroit est quand même hyper cool quoi. Côté nourriture, on va trouver un restaurant mexicain inclus avec un nom à rallonge qui est le El Loco Fresh and Cantina Fresco, ainsi que le légendaire buffet de Royal Caribbean, le Windjammer, dont la qualité et la variété d'offres sont imbattables, qui est également inclus, ça va de soi. Côté bar, enfin, on trouve 3 déclinaisons du même bar sur chaque pont,
Il s'agit du bar Lime and Coconut, qui est un bar à cocktail assez classique. Hein. L'un des trois est accolé justement au fameux Swing Tonic qui est dans l'eau. Hideaway. Bienvenue sur la zone réservée aux adultes sur l'Icon of the Seas. C'est une zone avec une ambiance musicale électro bien rythmée qui, dit-on, colle plutôt bien avec les cris des gens qui s'éclatent sur les toboggans qui ne sont pas très loin juste derrière. Le point le plus important de cette incroyable zone, hein, c'est l'immense Infinity Pool qui relie les deux côtés du navire par-dessus le vide. Alors il n'y a pas d'offre de restaurant sur cette petite zone, mais par contre vous trouvez le Hideaway Bar qui va proposer tout le nécessaire de boissons et cocktails, hein, spécifiquement pour les adultes. Le Hideaway n'est accessible que par un discret escalier qui se situe sous la zone des toboggans, dans la zone Thrill Island. Donc comme ça tout le monde ne peut pas forcément passer dessus, c'est pas une zone de passage, c'est vraiment un coin un petit peu renfermé, réservé aux grands. La suite Neighborhood. C'est le quartier des suites comme son nom l'indique, hein, mais pour le coup il ne regroupe pas pour autant toutes les suites disponibles à bord du bateau. Car celles-ci sont réparties sur tout le navire. Donc on est loin d'un concept comme le Yacht Club de chez MSC. Royal Caribbean ne sépare pas ses passagers de façon aussi catégorique. Ceci étant, il faudra être logé dans une des suites pour obtenir l'accès à ce quartier hein, qui leur est réservé. Il s'étale sur 2 ponts à l'arrière du navire, possède sa propre piscine, son bar, 2 restaurants et un sundeck réservé. C'est donc un lieu privilégié où on ne croisera que les passagers les plus aisés du navire, mais par contre pour le coup hein, il n'est pas réservé qu'aux adultes. S'il y a des enfants dans les suites, ils y ont accès également. N'appartenant à aucun quartier en particulier, je vais placer ici le Vitality Café qui se trouve à proximité de la zone de bien-être. Comme sur chaque navire, hein, vous avez une zone de spa avec une salle de fitness et tout ça. Et donc à côté, le Vitality Café qui est un bar spécialisé en jus de fruits et smoothies qui garde l'esprit fitness bien-être assez sain, qui va un petit peu casser avec les bars à cocktails qui sont partout autour. Je vais vous ai gardé le meilleur pour la fin, donc j'espère que vous êtes prêts. Prenez juste le temps, si vous appréciez mes vidéos, de laisser un petit pouce en l'air sous la vidéo, un commentaire et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, attention, direction Thrill Island. Thrill Island est la zone de toutes les sensations, avec le fameux plus grand parc aquatique sur paquebot du monde, mais aussi un terrain de basket, un mini-golf, une tyrolienne bien spécifique dont on va reparler juste après, et également le Surf Rider, donc le simulateur de surf qui est généralement disponible sur tous les navires caribéens. De Royal Caribbean, pardon. Les sites toboggans proposent une large variété d'expériences de glisse, que ce soit de la course à 2, la mini-chute libre, de la bouée, etc. Donc il n'y a pas de quoi s'ennuyer évidemment. Pour les plus courageux, vous allez retrouver donc Crown's Edge, la tyrolienne dont je parlais tout à l'heure, qui est un parcours qui va vous proposer de marcher donc au-dessus de plus de 50 mètres de vide en dessous de vous et d'emprunter, si vous l'osez, la tyrolienne qui est au-dessus du vide par-delà le bord du navire, le long du logo Royal Caribbean, qui est une couronne, donc ce qui justifie le nom Crown's Edge. Sur Thrill Island, on va trouver un bar classique avec son lot habituel de boissons, un point de restauration qu'on appelle Base Camp, qui sert à la fois des plats complets ou des snacks avec une offre incluse mais également des plats suppléments payants, et Deserted, un bar spécialisé dans les milkshakes pour les desserts. Les cabines à bord de l'Icon of the Seas. Du côté cabine, on va retrouver tout un tas de cabines, on va dire plutôt classiques, qu'on va détailler rapidement. Et ensuite, c'est vraiment dans les prestations haut de gamme que Royal Caribbean va changer la donne avec des choses qui sont assez exceptionnelles, assez extraordinaires, assez, encore une fois, gigantesques, totalement démesurées comme ils savent le faire. Mais vous allez voir que c'est pas non plus pour toutes les bourses, malheureusement. On va commencer avec les cabines classiques, donc la cabine intérieure. Hein, donc là, on va vraiment dans les cabines qu'on retrouve classiquement sur quasiment tous les paquebots. La cabine intérieure, donc il n'y a pas d'accès sur l'extérieur, comme son nom l'indique, elle n'a pas de hublot, pas de balcon. Après, elle propose tout le nécessaire à bord comme d'habitude, avec sa salle de bain, son lit de place, il n'y a pas de changement particulier. Mais par contre, pour le coup, voilà, elles n'ont pas de vue sur l'extérieur. Ensuite, cabine supérieure, on trouve les cabines avec vue sur mer, donc cette fois-ci sont globalement les mêmes, sauf qu'elles sont dotées en plus d'une fenêtre qui donne donc vue sur l'extérieur, mais qui ne s'ouvre pas, il n'y a pas de balcon. Ce qui nous amène à la catégorie supérieure, les cabines balcon, qui sont les cabines vraiment les plus classiques hein, qu'on va retrouver sur l'ensemble des paquebots, avec cette spécificité sur l'Icon, comme sur d'ailleurs la classe Oasis ou le World Europa chez MSC, comme le navire est doté d'une allée centrale, ces cabines vont pouvoir ouvrir sur l'allée centrale, sur Central Park, ou, plus cher forcément, directement sur l'océan, sur les extérieurs du navire. Donc là, il y a plusieurs choix de cabines balcon qui sont possibles. Vous allez ensuite avoir des cabines dites suites qui vont être plus spacieuses, qui vont pouvoir proposer des choses plus luxueuses, on va dire ça comme ça. Certaines cabines sont équipées de ce qu'on appelle les Infinity Balcony, donc en fait ce sont des balcons un peu spécifiques qui sont inclus dans la surface globale de la pièce, mais qui peuvent être ouverts en fait avec une baie vitrée qui descend. Donc pour avoir une cabine plus grande qui a une ouverture sur l'extérieur, mais pas un balcon extérieur. Donc bon, c'est un truc qui est assez en vogue en ce moment sur différentes compagnies, qui est discutable parce que en hiver, si vous ouvrez, vous vous caillez. En été, si vous êtes dans une zone qui est un peu humide comme les Caraïbes, votre chambre, comme il n'y a plus de clim, forcément ça va vite devenir très très humide. Donc nouveau concept, mais qui n'a pas forcément encore totalement convaincu tout le monde.
On trouve également encore plus gros des suites panoramiques, hein, donc avec de très grandes baies vitrées qui vous permettent de voir l'extérieur. Les suites qu'on appelle Sunset Corner, qui sont vraiment sur l'arrière du navire, vraiment là où on va dire la partie extérieure et l'allée centrale se rejoignent. Donc qui vont avoir des très très grands balcons enveloppants qui vont mettre des superbes vues sur l'arrière du paquebot. Et le truc vraiment le plus incroyable là-dessus, en fait, c'est ce qu'il appelle la toute première cabine Ultimate Family Townhouse. Donc c'est littéralement une maison, on peut dire ça comme ça, sur 2 ou 3 niveaux, qui est donc le truc le plus luxueux et le plus hors de prix du navire, où vous allez trouver dedans une salle de cinéma, des tas de box pour vous amuser, une table interactive pour dessiner dessus, il y a un toboggan qui descend de la chambre des enfants directement dans le salon, donc vraiment un équipement de folie. Mais pour avoir vu quelques youtubeurs qui l'ont testé, alors certes c'est très chouette, mais pour 3-4 jours à bord, il faut compter 12 000 € à peu près, ou 12 000 $, donc une somme qui est assez considérable, que tout le monde ne peut pas s'offrir. Voilà, donc à bord de l'Icon, qui en plus est assez cher en ce moment puisqu'il est plutôt demandé car il est tout neuf, il y a quand même un très large choix de cabine, des prestations qui vont encore une fois être dans le gigantisme et la démesure habituelle de Royal Caribbean, mais qui seront réservées à ceux d'entre vous, et j'espère que vous en êtes, qui auront les moyens de se payer ce genre de choses. Reste que les cabines de gamme plus classiques sont disponibles à bord, sont aussi très sympas, et vu tout ce qu'il y a à faire sur le navire, on peut très bien être en cabine intérieure et s'éclater tout autant que ceux qui seront sur les suites. Donc voilà pour ce qu'on peut dire sur les cabines. Et voilà, notre tour de découverte de l'Icon of the Seas est achevé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Royal Caribbean ne s'est rien refusé sur cet incroyable navire qui n'a qu'un seul défaut, son gigantisme, qui pourra en détourner ceux qui préfèrent les petits paquebots à taille plus humaine. L'Icon of the Seas réalise des croisières de 7 nuits dans les Caraïbes au départ de Miami tout au long de l'année. Alors j'espère que s'il y a des chanceux parmi vous qui l'ont pris ou qui iront prochainement, vous aurez la gentillesse de nous faire partager votre expérience dans les commentaires. Profitez aussi des commentaires pour me demander quel prochain navire vous aimeriez que je vous présente. Quant à moi, je viens d'apprendre qu'en avril prochain, j'aurai le plaisir de passer une journée à bord du MSC World Europa pour découvrir le navire, donc j'ai hâte d'y être évidemment pour vous ramener plein d'images qui bougent sur le navire amiral de la flotte MSC. Voilà, c'était Fabien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.